Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 3 thèmes dont j'ai envie de vous parler. D'abord, je vais évidemment parler des propos d'Emmanuel Macron sur la marche à la guerre, d'une certaine manière, qu'essaye de nous proposer le président de la République. Ensuite, je vous parlerai des mobilisations sociales qui ont lieu dans le pays. Et puis enfin, je terminerai sur l'examen en commission des lois du projet de loi sur de la proposition de loi sur le narcotrafic. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier de nouveau parce que lors de la dernière vidéo de la semaine, vous avez été 220 000 à regarder cette vidéo et plus de 4 500 à vous abonner à ma chaîne. Donc vraiment, je vous remercie chaleureusement parce que pour nous, c'est très chouette de faire ces vidéos et de voir qu'il y a beaucoup de répondants derrière, que vous êtes nombreux et nombreuses à les regarder. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à la chaîne parce que ça nous donne l'impression à l'équipe et à moi que le travail qu'on fait, qu'on essaye de faire régulièrement d'informations à la fois sur le travail parlementaire et sur ce qu'on voit de l'actualité politique et de l'actualité géopolitique, parce que désormais ça prend une place assez considérable dans l'actualité politique aussi, et bien que tout ça vous intéresse. Et donc du coup, j'en profite pour inviter celles et ceux qui éventuellement regardent régulièrement les vidéos, mais à s'abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Déjà parce que vous, ça vous permet d'être informé de ces vidéos, et puis ensuite parce que nous, ça nous fait plaisir quand on voit qu'il y a des abonnements, on se dit que notre travail d'information est bien fait sur notre travail parlementaire. Et avec l'équipe, ça nous fait très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces actualités politiques de la semaine. Je commence donc avec mon premier thème qui est la prise de parole d'Emmanuel Macron qui fait suite à l'altercation qui a eu lieu entre Zelensky, le président de l'Ukraine, et Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Alors, cette prise de tête en direct, d'une certaine manière, devant les caméras du monde entier de Donald Trump et de Zelensky, eh bien, elle fait suite à l'élection de Donald Trump en réalité, parce que c'est pas très surprenant compte tenu du fait que Donald Trump portait cette ligne-là dans l'élection présidentielle américaine, que ensuite, eh bien, ça ait des conséquences sur les relations internationales que porte Donald Trump vis-à-vis des autres pays, et notamment vis-à-vis de l'Europe. On sait que Donald Trump, dans ce qu'il disait, il a une forme de volonté non pas nécessairement de rompre les relations avec l'Union européenne, mais en tout cas de s'éloigner un petit peu de l'Europe, parce qu'il essaye de reporter l'essentiel de l'effort des États-Unis d'Amérique dans une forme d'affrontement avec la Chine, et dans le cadre de cet affrontement avec la Chine, dans ce qu'ils appellent la zone Indo-Pacifique, eh bien, il y a la volonté de Trump d'essayer de sécuriser la partie européenne dans laquelle lui fait entrer la Russie. Et il faut bien dire qu'entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien, il y a une forme d'exercice du pouvoir, en tout cas une forme de conception du pouvoir, qui est à la fois un pouvoir très libéral sur le plan économique, qui est en même temps très protecteur au sens protectionniste de l'économie nationale, avec des mesures qui peuvent se retrouver à la fois chez Trump et chez Vladimir Poutine, et puis enfin une forme d'exercice du pouvoir qui est très autoritaire et qui utilise la communication à grand renfort pour essayer d'asseoir un pouvoir politique dans la durée. Donc rien de très surprenant à la manière dont Trump s'aligne d'une certaine manière sur les intérêts de la Russie. Et ce qui peut-être a surpris un grand nombre de personnes en Europe, et en particulier en France, en tout cas sur les commentateurs politiques, eh bien, c'est son comportement qu'il a eu avec Zelensky. Alors, signalons que quand Zelensky prend la parole auprès de Trump, d'une certaine manière, il lui dit un truc qui fait bondir Trump, et il lui dit vous avez jamais connu la guerre sur votre sol, les États-Unis d'Amérique, contrairement à nous, sous-entendu les Ukrainiens. Et Zelensky lui dit un truc du genre ça finira par vous arriver. Enfin, c'est une formule qui est un petit peu comme ça, et c'est à ce moment-là que Trump commence à s'agacer sur le sujet, et alors là, à dérouler le rouleau compresseur d'une politique américaine qui n'en a absolument. Faut dire ce qui est, il est en mode j'en ai rien à faire de l'Ukraine, sans les États-Unis d'Amérique vous seriez arrivé à rien, ce qui est faux par ailleurs, et qui est une manière d'écrabouiller le président Zelensky, qui est d'une brutalité extrêmement forte. Alors la décision d'Emmanuel Macron suite à cette altercation entre Trump et Zelensky, c'est d'essayer de jouer les gros bras et de vouloir je sais pas comment dire ça, mais de vouloir replacer l'Europe dans une forme de rivalité vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, en tout cas d'essayer de placer l'Europe
au niveau militaire des États-Unis d'Amérique, ce qui semble difficilement possible compte tenu de l'argent que dépensent les États-Unis d'Amérique sur les dépenses militaires. Parce que il faut bien voir que eux, leur problème principal aux États-Unis, c'est que comme le dollar est gagé sur aucune richesse matérielle, le dollar est essentiellement gagé sur la puissance militaire des États-Unis d'Amérique. Ça fait des années et des années que Jean-Luc Mélenchon vous dit ça, que quand le dollar serait menacé, eh bien les États-Unis d'Amérique entreraient dans une nouvelle phase impérialiste et dans une nouvelle phase militariste. Eh bien écoutez, on y est, on s'est encore une fois pas trop trompé d'analyse avec Jean-Luc Mélenchon, et moi je salue justement la manière qu'a eu Jean-Luc Mélenchon d'analyser sur le temps long cette tendance des États-Unis à la militarisation pour protéger le dollar, particulièrement dans un monde dans lequel désormais, avec ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et puis l'Afrique du Sud, qui sont désormais rejoints par d'autres pays, mais cette volonté des BRICS d'essayer de créer un contre-modèle, et notamment un contre-modèle au dollar, ces États ayant décidé d'échanger entre eux dans leur monnaie nationale en particulier, eh bien tout ça conduit à la situation qui était prévisible dans le passé, que Jean-Luc Mélenchon avait signalé, qu'il avait prédit et dans laquelle désormais on arrive. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur son site internet qui s'appelle mélenchon.fr. Vous retrouverez un certain nombre de notes de blog qui datent de bien avant tout ça et qui parlent de la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est ça l'affrontement qui va avoir lieu désormais. C'est l'affrontement entre les deux premières économies du monde, puisque justement, comme les États-Unis font baser leur développement économique sur le fait que c'est la première puissance économique, enfin que c'était la première puissance économique, et que c'est en tout cas la première puissance militaire, eh bien nécessairement on va vers l'affrontement entre les deux grands géants économiques et militaires du monde, que sont la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donc là, on est, nous, Européens, dans une forme de, comment dire, on est pris dans cette espèce de conflit entre les géants. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, on dit depuis le début qu'il faut que la France soit une puissance non alignée au service de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, une puissance non alignée au service de la paix? Ça veut dire que la France soit capable d'assurer elle-même sa souveraineté en matière militaire. Ça, c'est l'objet de la dissuasion nucléaire. Quoi qu'on pense de la dissuasion nucléaire, quoi qu'on pense de ce que ça veut dire concrètement de posséder une arme qui peut permettre de raser des villes, la manière dont a été pensée la dissuasion nucléaire, c'est justement que si quelqu'un touche au sol de la République française, eh bien il se prend une déflagration telle que ça le fait réfléchir à deux fois avant de se dire qu'il va entrer en guerre avec notre pays. Et ça place normalement, c'est l'idée en tout cas de cette dissuasion nucléaire, ça place la France dans un rôle de puissance défensive, c'est-à-dire que si on est attaqué, on riposte d'une manière telle que en gros c'est létal pour l'adversaire qui nous assaille, mais que la France se place normalement dans une situation qui est pacifiste. On voit pas bien pourquoi on irait faire la guerre à d'autres, compte tenu du fait que s'ils nous attaquaient, eh bien nous serions en état de les rayer de la carte. C'est ça l'idée qui est derrière la dissuasion nucléaire, c'est ça l'idée qui est derrière normalement la logique de la France, c'est en tout cas ça l'idée qui permettrait à la France d'être une puissance non alignée, et pour qu'elle soit au service de la paix, eh bien il faudrait qu'on s'astreigne à ne pas aller faire la guerre ici ou là en fonction parfois d'intérêts économiques malheureusement. Et je ne reviens pas sur les guerres auxquelles a participé notre pays dans les moments récents. Mais voilà un peu le moment global dans lequel on est. Et Macron, dans ce moment si particulier, plutôt que de dire la France désormais va défendre la position d'un non-alignement, non, pas du tout. Monsieur Macron, lui, il veut jouer les chefs de l'Europe, donc il essaye d'organiser des réunions dont une partie est organisée d'ailleurs au Royaume-Uni. Pourquoi au Royaume-Uni? Parce qu'il se dit que s'il décide des choses, il faut que les États-Unis soient d'accord. Donc d'une certaine manière, il est en train de dire il va falloir faire l'Europe de la défense, on va être indépendant, être souverain au niveau européen, pas au niveau national, au niveau européen, parce que là on a la structure nécessaire. Mais il fait ça au Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni ayant des relations particulières avec les États-Unis d'Amérique, normalement, ce qui se décide en lien avec le Royaume-Uni ne va pas trop déranger les États-Unis d'Amérique. Et on voit que dans la continuité, l'Europe certes décide de faire des nouvelles dépenses militaires. L'Europe, certes, décide d'avancer vers une Europe de la défense, mais encore une fois, l'Europe de la défense, ça n'est pas une solution efficace, mais que tout ça se fait quand même en lien, en continuité avec l'OTAN, c'est-à-dire, in fine, avec les États-Unis d'Amérique. Et donc, Trump obtient d'une certaine manière ce qu'il veut, c'est-à-dire sécuriser un front européen dans lequel c'est l'Europe qui s'occupe éventuellement de la Russie. Si jamais la Russie pouvait venir dans le giron des États-Unis d'Amérique pour aller faire la guerre à la Chine, eh bien, ça irait bien à M. Trump. Mais voilà, globalement, la logique qui est celle d'Emmanuel Macron. Et finalement, ça nous met de nouveau dans la roue des États-Unis d'Amérique. Alors le pompon, c'est quand il dit qu'on va étendre le parapluie nucléaire français
au continent européen en disant oui, mais alors par contre, c'est la France qui va garder le bouton nucléaire et on ne va pas aller mettre en gros le bouton atomique dans les mains des autres pays de l'Union européenne. Donc la France seule va décider souverainement de l'utilisation de l'arme atomique. Oui, mais sauf que les amis, si jamais vous dites que vous étendez le parapluie nucléaire français à d'autres pays de l'Union européenne, ça veut bien dire qu'on met en place des règles. Et ça veut dire que si un pays de l'Union européenne était frappé par une autre puissance étrangère, et bien dès lors, à partir du moment où on a dit qu'on étendait le parapluie nucléaire français au reste de l'Europe, ça veut dire que s'il y en a un qui est frappé, boum, on appuie sur le bouton parce qu'il y en a un qui a été frappé, je ne sais où, dans l'Union européenne. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas une solidarité européenne si jamais il y avait une guerre, mais je suis en train de vous dire que quand vous parlez d'étendre le parapluie nucléaire, c'est ça ce que ça veut dire. Et que si jamais, en l'occurrence, c'est une puissance nucléaire qui vient vous frapper sur une zone de l'Union européenne et que vous ripostez à cette puissance par l'arme atomique, alors ensuite cette puissance nucléaire a la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, non pas pour frapper le pays qu'elle avait frappé en premier, mais pour frapper le pays qui l'a frappé avec l'arme atomique, à savoir la France. Enfin, tout ça, je ne sais pas si tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait, mais c'est de ça dont on est en train de parler. Donc c'est pas des petits sujets. Et parfois, je suis au regret de dire qu'on a un peu l'impression que Macron est dans son monde, rêvé, idéal, d'une Union européenne qui serait, je sais pas quoi, sans danger ou je ne sais quoi, mais ou en tout cas, il n'a pas bien lui-même saisi toute l'ampleur de ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi je tenais à y revenir de manière un petit peu détaillée. Et justement, ça fait le lien avec un des sujets que je voulais aborder, même si je ne l'ai pas dit en introduction, mais ça mène à quoi cette logique de la montée des tensions? Parce que là, il est en train de dire il faut une économie de guerre, on va mettre en place une économie de guerre, économie de guerre, économie de guerre. On vous répète ça sans arrêt, en disant d'une certaine manière, il va falloir qu'on augmente nos dépenses pour faire face à la menace militaire et que cette augmentation de la menace militaire nous conduise à rediriger une partie de l'économie vers les dépenses militaires. Oui, d'accord, mais enfin bon, ils sont en train de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer les retraites, qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'hôpital, qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'école, et ainsi de suite. Et du coup, c'est ça, ce sur quoi je veux vous alerter. C'est que on est entré dans une phase de la vie de notre pays dans laquelle derrière cette idée d'économie de guerre, il y a aussi l'idée de il ne faut pas se plaindre. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à revendiquer des choses sur le plan social, revendiquer des choses pour la retraite, revendiquer des choses sur la question des factures qui sont de plus en plus impayées. Et justement, c'est tout ça qui se joue derrière cette logique de l'économie de guerre. C'est tout ça aussi qui se joue derrière cette logique de la montée des tensions vis-à-vis notamment des sujets comme l'immigration, parce que c'est dans ces périodes de guerre qu'on voit, enfin de guerre ou de montée des tensions vers la guerre, qu'on voit combien on essaye de nous faire détester des adversaires. Je vous parlais la semaine dernière de l'Algérie. Justement, l'Algérie, c'est un de ces sujets qui vise à faire monter les tensions, à créer des adversaires, à identifier des adversaires pour faire en sorte, non pas nécessairement d'aller jusqu'à la guerre, même si je disais dans la vidéo la semaine dernière que justement ça pouvait conduire in fine à des logiques de guerre, mais surtout c'est essayer de mettre une espèce de chape de plomb sur les contestations sociales dans le pays, parce que des contestations sociales, il y en a un grand nombre, et c'est justement de ça dont je veux vous parler maintenant. C'est qu'il y a plein de sujets qui sont des objets de colère en ce moment dans le peuple français. Vous avez la question, j'en ai parlé souvent, de la TVA des auto-entrepreneurs. Ça n'est pas fini, c'est reporté au 1er juin, mais la question de la TVA des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire la baisse du seuil à partir duquel on déclare la TVA sur le chiffre d'affaires, ça continue à être une forme de colère pour les personnes qui sont concernées. Vous avez la question des alternants, j'en ai parlé aussi à plusieurs reprises. C'est une colère qui existe dans le peuple français. La question de la réforme des retraites, ça n'est pas réglé non plus. La question de la réforme des retraites, c'est toujours un objet de colère latente dans le peuple français. Ça le redeviendrait particulièrement si M. Macron disait en raison de l'économie de guerre qu'il faut mettre en place, nous avons décidé de reporter de nouveau l'âge de départ en retraite car il faut que la nation soit solidaire pour faire un effort. Ça, c'est des choses qui sont possibles désormais quand on met en place cette logique dans les têtes de l'économie de guerre. Et puis, par ailleurs, vous avez un certain nombre d'autres sujets et c'est justement le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous, la question des factures d'électricité. On en est à 1,2 million de factures impayées sur l'électricité. C'est un nombre qui est jamais atteint. C'est un nombre jamais atteint et depuis 2007, il y a eu une augmentation des factures d'électricité de 137%. C'est gigantesque l'augmentation des factures d'électricité. Et ça vient pas de nulle part, ça vient de Sarkozy, Hollande et Macron qui ont laissé faire justement des mécanismes européens comme l'Arenh qui sont censés créer de la concurrence, je ne sais quoi, blablabla, et qui au final non pas ont créé de la concurrence, ont créé une augmentation des prix parce qu'en sortant du giron du public la question de l'électricité, eh bien petit à petit,
petit, on a mis en place des systèmes qui sont des véritables usines à gaz, dans lesquelles, à la fin, les factures d'électricité n'ont pas baissé, mais ont au contraire augmenté au nom de la sacro-sainte concurrence de libre et non faussée, parce que c'est comme ça, la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne. Donc vous voyez que l'Union européenne, vers laquelle ils sont en train de se raccrocher en ce moment, mais c'est en même temps la structure qui a mis en place un certain nombre de choses, qui ont dirigé l'argent vers les poches de quelques-uns et qui font pâtir une grande partie du peuple français, à la fois parce que les règles qu'ils ont mises en place sont négatives pour le pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'ils nous empêchent tout simplement de faire un certain nombre de politiques sociales que nous pouvions faire avant, mais aussi un certain nombre de nationalisations que nous pouvions faire avant. Et il faut bien le dire, il y a eu des complices de tout ça, hein. Sarkozy, Hollande et Macron, ils sont d'accord avec cette politique libérale, donc évidemment, ils n'allaient pas s'y opposer. Ils sont bien contents que l'Union européenne leur ordonne de mettre en place la politique qu'ils veulent faire, parce que comme ça, quand les gens ne sont pas contents, ils peuvent dire c'est la faute de l'Union européenne, même si eux prennent les décisions qui vont dans le sens de cette politique que veut mettre en place l'Union européenne. Donc je vous en parle de tout ça parce que justement, c'est à ça qu'il faut faire attention dans les moments des montées des tensions vers la guerre. Il faut faire attention également à la réduction des droits qui ont lieu petit à petit. Et je vais vous en parler sur la loi sur le narcotrafic. Mais je voudrais finir sur la question des mobilisations sociales. Parce qu'on ne peut pas laisser faire sans rien dire. C'est pas possible. On ne peut pas se laisser marcher dessus. Là, il y a des mobilisations qui vont arriver. Il y a d'abord la mobilisation du 8 mars. Alors, au moment où je vais publier cette vidéo, on sera le samedi matin du 8 mars. Et c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et bien justement, c'est une question sociale que la lutte pour les droits des femmes, parce que les femmes à travail égal sont encore payées moins que les hommes dans notre pays. Et justement, ça a des conséquences pour l'ensemble du pays, puisque les salaires inférieurs des femmes dans le marché du travail, ça fait qu'à la fin, vous avez un moindre financement aussi du système de retraite et des systèmes sociaux. Donc, se battre pour l'augmentation des salaires des femmes et d'une manière générale, se battre pour l'augmentation des salaires, c'est se battre pour le bien de tous, se battre pour le bien de l'ensemble de la société, raison pour laquelle il faut que tout le monde ait une solidarité avec son voisin et avec son concitoyen. Parce que quand on est solidaires les uns avec les autres, eh bien, quand on fait augmenter les salaires de ceux qui sont à nos côtés, et en l'occurrence pour le 8 mars, de celles qui sont à nos côtés, eh bien, on fait augmenter le niveau de vie dans l'ensemble de la société. Mais la question de lutte pour les droits des femmes, ce n'est pas seulement la question des salaires. Ça l'est bien sûr, et je commence par là parce que ça me permettait de faire le lien avec ce qu'il y a avant, mais c'est aussi et surtout une question d'égalité dans, par exemple, la sûreté, parce que les femmes sont victimes des violences sexistes et sexuelles, parce que les femmes sont les premières victimes des violences intrafamiliales, parce que d'une manière générale, les femmes subissent un système de domination global qui s'appelle le patriarcat. Et justement, les systèmes de domination globaux, et en l'occurrence, je vais passer à un autre sujet qui est la question du racisme, eh bien, ce sera l'objet aussi d'une marche le 22 mars, enfin de plusieurs marches qui auront lieu partout en France. C'est la petite affiche qui est derrière moi, vous voyez, alors je sais pas, c'est un peu flou, mais vous voyez, extrême droite, dégageons-les, racisme, extrême droite, dégageons-les, manifestation samedi 22 mars, c'est partout en France, et vous pouvez aller regarder sur le site 22mars.franceinsoumise.fr où se trouve la manifestation qui est près de chez vous, parce qu'il va y avoir des manifestations dans tout le pays pour se battre contre ce système de domination qu'est le racisme. Système de domination qui, là aussi, a des conséquences sociales qui sont d'une grande ampleur dans le pays. Ce sont aussi des moindres salaires, c'est un moindre accès à l'emploi, c'est un moindre accès au logement. Bref, c'est un système de domination. Et ce système de domination, vous pourrez aller regarder d'ailleurs 2-3 autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Vous tapez racisme, système de domination ou racisme systémique sur ma chaîne YouTube et vous trouverez 2 ou 3 discours que j'ai fait sur le sujet pour expliquer à quel point, comme le patriarcat, le racisme est un système de domination qui implique tout le monde, y compris les personnes qui sont victimes de domination, qui peuvent parfois produire et reproduire des éléments qui participent à mettre en place ce racisme, mais aussi et surtout, bien sûr, aux personnes qui sont responsables, qui participent à produire et reproduire ce système de domination en étant du côté des dominants. Et c'est évidemment par là qu'il y a le plus de travail à faire parce que, et c'est là la grande difficulté des systèmes de domination, c'est qu'on est tellement pris dedans que par la force des choses, eh bien, parfois on peut les produire et les reproduire alors même qu'on pense les combattre. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels aussi il faut de la formation militante, et en particulier de la formation militante chez les gens de gauche qui sont, je pense, ceux qui essayent le plus de lutter contre ces systèmes de domination. Je voulais simplement vous donner un élément aussi pour terminer sur cette question sociale, c'est que à l'heure où il y a des difficultés pour payer les factures d'électricité, à l'heure où on se fait taxer quand on est alternant, ou on se fait taxer quand on est
auto-entrepreneurs. À l'heure où, d'une manière générale, on a l'impression que l'ensemble du peuple pâtit, eh bien, du côté du CAC 40, c'est tranquillou. Tranquillou bilou, parce que le CAC 40, alors que les bénéfices du CAC 40 ont diminué, ils sont passés de 146 milliards d'euros en 2023 à 130 milliards d'euros aujourd'hui. Mais alors pour le coup, les dividendes continuent d'augmenter. C'est-à-dire, ils font moins de bénéfices, mais ils redistribuent davantage de richesses vers les poches des capitalistes. Et là, on est passé à 72,8 milliards d'euros de dividendes versés en 2024. C'est une augmentation de 8,5%. Donc les bénéfices diminuent, mais les dividendes augmentent. Et pourquoi c'est problématique? Eh bien parce que 96% des dividendes dans notre pays sont captés par 1% de la population, les plus riches évidemment. Et ça, c'est extrêmement problématique qu'il y ait une telle concentration de la richesse, parce que je viens de vous dire que 72,8 milliards d'euros sont concentrés dans les mains de 1% de la population. Posez-vous des questions sur le partage de la richesse, parce que ces 72 milliards d'euros, si jamais on faisait une économie de guerre et blablabla, eh bien ça serait justement le moment de mettre à contribution les plus riches, les ultra-riches, ceux qui accaparent la richesse dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux premiers sujets. Je passe à mon troisième, mais je le fais de manière très rapide pour ne pas alourdir cette vidéo. Mais cette semaine, on examinait en commission des lois la proposition de loi sur le narcotrafic. La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Vous imaginez si ce n'est pas un objectif sérieux et digne qui est contenu dans le titre. Mais le problème, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de cette proposition de loi, c'est essentiellement de la réduction des droits. Et c'est justement pour continuer à faire le lien avec ce que je vous disais sur la logique d'économie de guerre, de marche vers la guerre, dans ces périodes-là, l'une des conséquences les plus fréquentes, c'est qu'il y ait une réduction progressive des droits au profit d'un prétendu ordre public. Et je vous dis prétendu ordre public parce qu'à l'intérieur de ce texte sur le narcotrafic, vous avez tout un tas de mesures qui sont ultra choquantes. Par exemple, les préfets vont pouvoir désormais décider, on s'est battu contre, mais les préfets vont désormais pouvoir décider que pendant un mois, ils vont interdire à des individus de paraître dans un endroit donné de la France. Donc, à quoi ça sert ça? C'est censé permettre de lutter contre les points de deal. Mais vous savez ce qui va se produire? Il va se produire que dans les endroits où vous avez des gens qui ont l'habitude de se rassembler. Je ne sais pas, moi par exemple, je pense à plusieurs endroits de ma circonscription, mais je pense à un endroit en particulier, à Saint-Hubert, à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il y a une table de ping-pong et les jeunes, ils aiment bien se mettre sur la table de ping-pong. Et bien là, il va y avoir le préfet, la préfète en l'occurrence, puisque c'est la préfète de l'Essonne, qui va pouvoir dire, à cet endroit-là, j'interdis à monsieur machin, madame truc, de se pointer sur la table de ping-pong. Et donc, ça veut dire que si jamais ils viennent se poser sur la table de ping-pong, qui est à peu près le seul endroit où on peut s'asseoir dans le quartier de Saint-Hubert, sur un endroit qui est à peu près ensoleillé et où on n'est pas pris entre des tours, eh bien, à cet endroit-là, il va y avoir une interdiction de paraître qui sera promulguée par la préfète de l'Essonne. Moi, je trouve que c'est extrêmement problématique sur le plan des libertés. Je trouve que c'est dingue, en fait, d'autoriser de tels pouvoirs au préfet. Ça sera en plus sur la base d'un soupçon de participation au trafic de stupéfiants. Enfin, je veux dire, là, on est censé sortir la France du piège du narcotrafic et voilà le genre de mesure qui est prise, qui est du micro-local. Enfin, déjà, c'est absurde sur le plan des libertés, mais c'est aussi absurde sur le plan de la lutte contre le narcotrafic. Dans ce texte, il y a un certain nombre de mesures qui sont très problématiques. Heureusement, en commission, on en a fait sauter un certain nombre. Je ne reviens pas sur les détails, on aura le temps d'en parler de manière un peu plus longue, mais là je fais un peu vite pour être parfaitement honnête avec vous, parce qu'il faut que je donne la vidéo rapidement, parce qu'il est déjà 16h et que mon équipe finit à 18h, donc j'essaye de me dépêcher. Mais sur la fin de cet examen du narcotrafic, on a pu quand même avoir des éléments qui sont des éléments assez intéressants. Des dispositifs pour obtenir du renseignement humain, avec des dispositifs de repenti, c'est-à-dire des gens qui étaient dans du trafic, mais qui décident de sortir du trafic, qui négocient des réductions de peine, et qui, en échange de ces réductions de peine, vont donner des informations. Il y a eu des éléments intéressants sur la question des infiltrés, c'est-à-dire les gens qu'on fait rentrer dans le narcotrafic pour obtenir des informations. Et quand je dis des gens, je parle d'officiers de police ou d'officiers de gendarmerie qui s'infiltrent, qui font un travail qui est extrêmement précieux d'infiltration des réseaux de narcotrafiquants pour obtenir des informations et pour faire tomber d'un seul coup des réseaux. Ça, c'est utile, ça, c'est intéressant, des choses comme ça. Il y a aussi des questions qui sont posées sur les informateurs, c'est-à-dire des gens qui, pareil, sont dans le trafic, où d'un seul coup, ils disent, bon, écoutez, moi, j'ai envie de travailler avec la police et la gendarmerie, et je vais vous donner des informations, mais bon, en gros, protégez-moi et rémunérez-moi en échange de mes informations et faites-moi sortir de ce trafic. Tous ces éléments-là
Moi, j'ai rien à dire sur le sujet. On a même proposé des choses pour aller plus loin. On a proposé, nous, d'ailleurs, il y a eu des amendements qui ont été adoptés sur ce sujet, des mécanismes pour lutter contre la corruption, des mécanismes pour lutter contre le blanchiment. Bref, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais le problème, c'est tout ce qu'il y a avec. Je veux dire, moi, si jamais c'était lutte contre le blanchiment, lutte contre la corruption, informateur, renseignement humain et moyens techniques, alors là, on serait d'accord avec le texte. Le problème, c'est qu'en même temps, il y a tous ces aspects de réduction des droits. Je vous ai donné cet exemple-là, je vous en donne un autre. Il est prévu qu'on puisse rompre un contrat de bail, c'est-à-dire un contrat de location d'une personne où on estime, on suppose qu'il y aurait vaguement un lien avec le trafic de stupéfiants. Mais sur la base de quoi? Sur la base d'une enquête? Sur la base d'une décision de justice? Non, sur la base d'une décision préfectorale. Tout ça est lunaire, mais vraiment lunaire. Et j'espère que quand on arrivera à l'examen en séance, c'est-à-dire pas cette semaine, la semaine prochaine, eh bien j'espère que ces sujets, on arrivera à les faire émerger, parce que je pense qu'il y a besoin aussi sur ces sujets qu'il y ait des mobilisations sociales, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est plus la France si c'est ça, c'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est contrainte, contrainte, contrainte et décision préfectorale pour mettre les gens, soit pour virer les gens ou pour augmenter les peines qui sont associées à un certain nombre de choses. Je fais très très vite sur le sujet, mais je voudrais finir par une chose, c'est le comportement du Rassemblement national. On est en train de parler du narcotrafic, on est en train de parler de crimes en bande organisée, et le Rassemblement national a été vraiment, c'était indigne la manière dont il se comportait. Le premier jour du débat, il déposait des scrutins publics sur tous les amendements, c'est-à-dire, en gros, au lieu de voter à main levée, on votait par appel nominal, c'est-à-dire monsieur machin pour, monsieur madame truc contre, monsieur bidule pour, etc., etc. Ça durait 7 minutes pour un vote, ok? Il y avait 500 amendements, donc autant dire que s'ils avaient fait ça tout le long de l'examen, on aurait fait 500 fois 7 minutes juste pour voter. Donc on est en train de parler d'un sujet super sérieux, ils veulent empêcher le débat. Bon, après, ils se sont comment dire, calmés sur leur scrutin public, mais dans le reste du débat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont déposé beaucoup d'amendements? Non. Ils n'ont presque pas déposé d'amendements. Ils nous ont accusés, nous, d'en avoir déposé. C'est-à-dire, nous, on dépose des amendements pour essayer d'améliorer le texte. En plus, ils nous critiquent sur le fait qu'on dépose des amendements. On n'a pas fait de l'obstruction, hein. On a déposé des amendements pour faire avancer le débat. D'ailleurs, ils en ont voté certains. Donc, s'ils nous critiquent sur ce sujet, ils ont notamment voté un amendement qu'on voulait faire passer de manière très importante sur rendre les formations obligatoires pour lutter contre la corruption. Donc, comme quoi, c'était pas si idiot que ça, les amendements qu'on avait déposés, en dépit du fait qu'ils l'ont critiqué. Mais surtout, ils ont eu un comportement qui était très insultant. C'est-à-dire, tout le long de l'examen du texte, ils nous ont dit « Non, mais vous, les insoumis, vous ne voulez pas lutter contre le trafic de stupéfiants. Non, mais vous voulez aider les trafiquants. Vous êtes les complices des trafiquants. Vous voulez faire en sorte que les trafiquants fassent plus de bénéfices. » Je suis désolé, mais par exemple, on est les seuls à proposer la légalisation du cannabis, c'est-à-dire le moyen de faire sortir une grosse partie du trafic des mains des trafiquants. Et on estime à environ 3 milliards d'euros l'argent que ça ferait perdre aux trafiquants de légaliser le cannabis et que ça ferait gagner à l'État. Donc vous voyez, je ne sais pas si on peut dire qu'on est du côté des trafiquants, mais on propose de leur faire perdre de l'argent et d'en faire gagner à l'État. Après, vous faites comme vous voulez, mais légaliser le cannabis, c'est aussi permettre de libérer des moyens de police et des moyens de justice. Et justement, ce qu'a montré l'intégralité de l'examen de ce texte, c'est précisément qu'il y a besoin de moyens spécifiques dans la police et dans la justice, et qu'on pourrait libérer des forces de police et de justice pour faire autre chose qu'attraper des gens avec des boulettes de cannabis, parce que ça sert à rien. Littéralement, ça ne fait pas baisser la consommation, et c'est sans efficacité sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc, vous voyez, nous, on a essayé de proposer des choses sérieuses. Je vous en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait un rapport sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je les ai saoulés avec le rapport sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais j'y ai bossé dessus pendant 1 an et demi. Et les propositions qu'on fait, elles sont faites pour taper le trafic. Et la seule position du Rassemblement national vis-à-vis de nous, c'était quoi? C'était globalement se moquer, nous insulter, dire des mensonges. Et je dois dire que j'ai été très choqué du comportement du Rassemblement national, alors même que, globalement, même les gens qui n'étaient pas d'accord avec nous habituellement, les macronistes, la droite, les républicains, sur certains amendements, ils ont dit « Ah, on n'avait pas vu les choses comme ça. Ah, c'est intéressant la manière dont vous présentez les choses. » Donc, on a essayé de faire avancer le débat. Bref, je voulais vous dire tout ça. Vous aurez on aura l'occasion d'y revenir parce que ça va être examiné en séance, c'est-à-dire en hémicycle, non pas la semaine qui arrive là, mais à partir du 17 mars. Et donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Je voulais vous en dire quelques mots parce qu'on vient de finir quand même, je ne sais pas combien d'heures de travail en commission. Mais voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo d'actu politique de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous comme à chaque fois, samedi 9h30. Je compte sur vous. Abonnez-vous et à la semaine prochaine.